Je rappelle à ceux qui nous suivent l'objectif d'une émission comme celle-ci, euh, qui rassemble les gens qui ont, les personnes, les ressources qui ont vécu des choses, qui ont vu des choses, qui ont fait des recherches sur certaines choses. Euh, le but de l'émission, c'est d'ouvrir les yeux euh, aux, aux gens qui comprennent le français, qui parlent français, hein, parce que notre émission est en français, qui n'ont pas su ou qui n'ont pas eu l'occasion ou la chance de rencontrer la vérité. La vérité que nous disons ici, elle est accompagnée de faits, elle est accompagnée de preuves. Euh, si les gens en doutent, qu'ils écrivent à Radio Urumuri en demandant telle ou telle autre preuve, on le leur enverra, parce que l'ambassadeur de Guizima, Jean-Marie Vianney, a des preuves chez lui. Monsieur Hervé Choseville a fait des recherches, il a des preuves de ses recherches. Et là, vraiment, le but de cette émission, je voulais le rappeler, c'est de mettre sur table la vérité telle qu'elle devait être et d'effacer les mensonges qui sont dans les cerveaux pendant des années de certaines personnes, et les mensonges qui sont entrés tellement dans les oreilles de certaines personnes qu'ils ont fini par y croire ou alors se perdre, ne pas s'y retrouver. Voilà l'objectif de l'émission et donc nous allons essayer de voir cette image du FPR vis-à-vis de nos amis qui parlent français. Quelle image le FPR a actuellement? Il a construit son image sur des mensonges, comme vous venez si bien de le démontrer. Mais cette image, au fil du temps, n'est pas restée aussi brillante qu'elle l'était depuis le début. Est-ce qu'il y a eu des événements, est-ce qu'il y a eu des raisons qui ont terni cette image, qui ont petit à petit rongé cette crédibilité que les gens ont octroyée au FPR à tort ou à raison, et que maintenant, en 2022, le FPR, quelle image il a, quel niveau de crédibilité il a devant les Rwandais, les Africains, les Occidentaux. L'image qu'il avait avant ou qu'il avait voulu que les gens gardent de lui, est-ce que c'est ça l'image actuellement? Vraiment, je voudrais que vous puissiez entrer là-dedans, analyser, décortiquer les raisons qui ont fait que cette image s'est effritée, ou peut-être que cette image s'est améliorée, je ne sais pas, hein, c'est à vous, c'est vous qui le voyez, c'est vous qui faites l'analyse, mais nos amis qui nous suivent ou qui nous suivront aimeraient aussi justement voir l'évolution de cette image et les raisons pour lesquelles cette image est devenue ce qu'elle est actuellement. Commençons par Hervé Choseville. Je pense que ça fait un bout de temps qu'il n'a pas parlé. Hervé Choseville. Bon, il faut rappeler quand même la durée de ce régime. Ça va faire, ça fait presque, que je ne dise pas de bêtises, presque 30 ans, si je compte bien. Oui, ça fait depuis 94 jusqu'à maintenant, donc ça fait 28 ans, si j'ai bien compté. On peut répéter des mensonges matin, midi et soir, mais parallèlement, il y a des faits qui sont têtus, comme on dit. Il y a des défections. Il y a des Rwandais courageux de l'intérieur, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, qui petit à petit ont mis à mal
cette image formidable d'un Singapour africain. Une vitrine ne peut pas faire illusion éternellement. C'est pas parce que vous avez de belles routes bien propres. Vous parlez du succès. Vous parlez du succès économique. C'est à cela que je faisais allusion. Hein. Je pense que effectivement, pour un voyageur qui ne connaît pas l'Afrique ou qui connaît d'autres pays d'Afrique et qui débarque à Kigali, il ne peut être qu'impressionné par la propreté des routes, par la sécurité qui règne à Kigali, où on peut sortir tard le soir. En tout cas, quand on est, quand on reste dans le quartier des grands hôtels. Mais cette vitrine magnifique finit par être ébréchée, par être écornée par des faits qui sont têtus. Et je pense à Victoire Ingabire, je pense à Diane, j'ai oublié son autre nom, qui toutes les deux sont des femmes rwandaises courageuses qui ont tenté, qui n'ont pas pu, mais qui ont eu la velléité de se présenter à l'élection présidentielle face au candidat Kagame, et elles n'ont pas pu aller au terme elles n'ont même pas pu concourir. Elles ont été arrêtées, emprisonnées, jetées en prison avant. Je pense naturellement au grand héros Kizito Mihigo, qui était l'enfant chéri du régime, le musicien préféré, l'artiste préféré du régime, et qui un beau jour s'est réveillé et a compris que peut-être il était temps de dire la vérité et d'évoquer toutes les victimes et pas seulement les victimes d'un seul côté. Et je pense bien sûr à ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, quand même le Mapping Report, toutes ces années de guerre, depuis 96 jusqu'au début des années 2000, et ça dure encore aujourd'hui. Tout ça cumulé a fait que, bon, même dans les pays qui étaient le plus désireux de fermer les yeux, ça devenait de plus en plus difficile de valider, de fermer les yeux et de continuer à fermer les yeux et de cautionner tout ce que le régime pouvait faire. Je pense que l'électrochoc, ça a été quand même la découverte du cadavre de Kizito dans sa cellule. Là, je pense que j'ai eu le sentiment à l'époque des faits, et je continue à avoir ce sentiment que là, je pense que le régime de Kagame est allé trop loin, en tout cas vis-à-vis de la communauté internationale, ou vis-à-vis du sentiment, de la perception que les Occidentaux avaient de ce régime. Et puis, je pense qu'aussi, au point de vue interne, ce qui a écorné l'image du régime au point de vue intérieur, ça a été naturellement la même chose, la mort de Tito, mais aussi le Covid. Le Covid a eu un effet très négatif sur la perception que pouvaient avoir les Rwandais de l'intérieur du régime, puisque le régime a mené une politique très dure comment on appelait ça, de confinement, qui a pénalisé les plus pauvres, les plus humbles au sein de la société rwandaise. Et là, je citerai l'exemple de cette courageuse, comment s'appelle-t-elle, Marceline, cette courageuse youtubeuse, non, c'est pas Marceline, Yvonne. Yvonne, merci Yvonne, qui a eu le courage de dire avec les mots qui étaient les siens la réalité auquel elle faisait face au quotidien. Donc je pense qu'aujourd'hui, après presque 30 ans de ce régime qui a régné par le fer et par la peur et par la terreur, je pense qu'aujourd'hui, les Rwandais de l'intérieur, en tout cas une partie d'entre eux, ont dépassé le stade de la peur, tout simplement parce qu'ils ont été poussés dans leur dernier retranchement durant la période de confinement, etc. Et que, bon, ils ont jugé peut-être qu'ils n'avaient plus rien à perdre et qu'il était temps de parler, si ce n'est d'agir, parce que naturellement, ils ne peuvent pas descendre dans la rue pour manifester. Donc, je pense qu'il y a eu un déclic qui s'est produit dans cette période que je situerais entre la mort de Kizito et le confinement imposé par le gouvernement au Rwanda, qui a été un confinement très dur, hein, et qui a été accompagné également de la fermeture
quasi hermétique des frontières. Le Rwanda, c'est pas un pays immense. Alors, quand les frontières que les Rwandais et que les voisins franchissaient quotidiennement sont fermées complètement, eh bien, il y a un sentiment, là aussi, de claustrophobie. Et puis, en plus, cette fermeture des frontières a nui aux intérêts économiques, même des plus humbles. Hein. Combien de Rwandais vivaient du trafic transfrontalier, que ce soit avec la RDC ou avec l'Ouganda, et sans doute aussi avec les autres pays voisins. Donc, je pense que effectivement, dans tous ces domaines, le régime est allé un peu trop loin. Il y a eu aussi une période d'incertitude. Rappelez-vous, toujours, je crois que c'était à peu près à l'époque du Covid, il y a eu une période d'incertitude durant laquelle le président Kagame a disparu de la vue du public. Lui qui était tellement visible avant, et ben pendant plusieurs mois, il a disparu et des rumeurs ont circulé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, Pendant plusieurs années, parce que c'est plusieurs années, oui, faisant état de sa mort. Et ça aussi, ça a certainement joué un rôle dans le fait que des Rwandais de l'intérieur ont commencé à ouvrir la bouche. Donc c'est tout ça combiné qui a amené une érosion de cette image du régime de Kagame tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ce qui, moi, me fait mal au cœur, c'est qu'au même moment, eh bien, c'était le phénomène inverse qui se produisait en France, où là, au contraire, eh bien, le régime de Kagame est devenu fréquentable et plus que fréquentable par le pouvoir du président Macron depuis sa première élection en 2017. On a déroulé le tapis rouge à plusieurs reprises pour Paul Kagame qui a multiplié les visites. Et c'est ça qui est l'ironie terrible de cette histoire, c'est que le pays qu'il a le plus diabolisé, le pays qu'il a le plus insulté, le pays dont il a voulu effacer la langue au Rwanda, eh bien c'est devenu presque une planche de salut aujourd'hui pour ce régime et que Kagame multiplie les visites à Paris, que Macron est allé à Kigali. Donc il y a le phénomène inverse. Les anglo-saxons, les nord-européens ne rompent pas avec Kigali, mais il semblerait garder un peu de plus en plus leur distance avec ce régime qui est jugé de plus en plus infréquentable. Tandis que pour Macron, non. Alors, est-ce que c'est la jeunesse de Macron? Est-ce que c'est sa méconnaissance du dossier? Est-ce que c'est d'autres intérêts occultes que nous ne maîtrisons pas forcément qui font que la politique française, la diplomatie française est devenue extrêmement, je vais inventer un mot, kagamophile, et qu'on a vu ce rapprochement entre les deux présidents. Tout diable a son partisan. Hein. Chaque diable a quelqu'un qui va signer un pacte avec lui quelque part. J'ai une petite question, Hervé Choseville. Justement, l'érosion de cette image, je pense qu'en 2015, lorsque le président Kagame avait les yeux dans les yeux regardé l'opinion internationale qui leur disait qu'il ne se présentera plus après ces 2 mandats que lui donnait la Constitution. Donc, que c'était fini, qu'il respectera tout ça. Nous avons des vidéos, ceux qui en doutent, qui nous écrivent, on leur fournira, où il affirme qu'il ne se représentera plus, quelles que soient les raisons, et que pourtant, juste quelques jours après, il a poussé les gens, il dit ce sont les Rwandais qui m'ont réclamé. Et donc, il faut changer la Constitution. C'est vieux comme le monde. Excusez-moi de vous interrompre, Aloïs. Mais c'est vieux comme le monde. La ficelle est un peu grosse. Tous les dictateurs de ce bas monde ont toujours, même Staline a joué le coup, même Mao en Chine a fait le coup, même Nasser en Égypte, à un moment donné, a dit bon, ça suffit, maintenant je me retire, place aux jeunes ou je ne sais pas quoi. Mais ils ont fini par changer d'avis.
à cause des pétitions qui ont circulé, signées dans tous les villages, à cause de à la demande populaire, et ben, finalement, ils ont changé d'avis et ils sont restés au pouvoir. Donc ça, la ficelle est un peu grosse. Hein. C'est un scénario qui a été joué et rejoué dans toutes les dictatures du monde. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Justement, ce que je disais, c'est que même celui qui croyait en la véracité ou à la parole de Kagame, qui avait dit que c'était un homme de parole, donc, qui avait rehaussé son image jusqu'à la sainteté, hein, entre guillemets, quand il a fait comme tous les dictateurs, je pense que ça a contribué quand même à effriter son image un peu. Museveni a fait la même chose et il est au pouvoir depuis plus longtemps encore que Kagame et il est resté encore relativement, peut-être plus fréquentable même que Museveni. Donc, et d'autres sur le continent, sur le même continent et ailleurs. Alors moi, j'ai un avis quelque peu contraire. Je ne veux pas qu'on laisse à nos visiospectateurs l'impression que Kagame a perdu de son aura occidentale, hein, qu'il n'est plus aussi bien considéré par les Occidentaux. Non, 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 non. Moi, je crois que plus que jamais, il est devenu fort. C'est vrai que plus le petit singe monte dans l'arbre, hein, mieux on voit sa queue et tout le reste. Tout ce qui va avec. Ce qui va avec. Mais regardez aujourd'hui autour de vous, autour de nous. Kagame et son régime sont choyés par la communauté internationale, par ses alliés traditionnels. Regardez ce qui se passe avec la Grande-Bretagne. Le Premier ministre va jusqu'à dire que le Rwanda est l'un des pays les plus stables au monde. Stable, ça veut dire policier, qui inspire la terreur. C'est ce que ça veut dire. Donc, le président Boris Johnson, lui, plutôt le Premier ministre Boris Johnson, ce qu'il apprécie chez Kagame, c'est sa force, c'est son autorité. C'est qu'il tient bien son pays dans la terreur. Ça, ils aiment bien les anglo-saxons parfois. En tout cas, le Premier ministre britannique, il aime ça. Regardez, même côté français, on a l'impression qu'ils ont les yeux fermés pour ne pas voir ce qui se passe dans le monde ou pour ne pas voir ce que fait Kagame. La France est devenue le meilleur avocat ou la meilleure avocate du régime de Paul Kagame au sein de l'Union européenne et sur le plan international. C'est la France qui a présenté la candidature de l'armée rwandaise pour faire de l'armée rwandaise, pour lui faire jouer le rôle de formatrice de certaines armées africaines, notamment en Centrafrique et au Mozambique. Ça, c'est des éléments officiels venus de Bruxelles, de l'Union européenne. Aujourd'hui encore, quand vous écoutez l'ambassadeur de France au Rwanda, moi j'ai écouté l'ambassadeur Antoine Onfray, j'en croyais pas mes oreilles. Il donnait l'impression d'être plus l'ambassadeur de Kagame auprès de la France plutôt, et de l'opinion rwandaise. Aux États-Unis, c'est vrai qu'avec l'affaire de Paul Rusesabagina, il y a de plus en plus de mouvements de mauvaise humeur. Mais ils ne font pas plus. Ils savent quand même ce qui s'est passé avant. Ils savent les crimes que Kagame a commis. Est-ce que ça peut faire avancer la cause de la démocratie et des démocrates et de la justice, pour finir? C'est possible, mais je pense que Kagame est plus que jamais soutenu par le biais de tous ces éléments-là, par les finances, par en réalité l'instrumentalisation de l'armée rwandaise en Afrique pour jouer, là où la France ne peut plus jouer, elle y pousse Kagame, et Kagame est toujours, parce qu'il est payé pour ça. J'ai vu Hervé Chesville oui, sa main. Oui, je voulais réagir à vos propos. Je pense qu'il faut
distinguer les gouvernements de l'opinion publique de ces pays. En France, je suis tout à fait d'accord avec vous, le pouvoir actuel incarné par Emmanuel Macron s'est vraiment rapproché jusqu'à former un couple ou à avoir des relations vraiment très étroites avec Kagame. Mais en France, toute voix dissidente, toute voix qui n'épouse pas l'histoire officielle de Paul Kagame est inaudible du fait de la force des lobbies pro-Kagame en France. Rappelez-vous les difficultés qu'a eu cette pauvre journaliste canadienne pour faire paraître son bouquin In Praise of Blood en France, publication qui a été retardée d'un an ou plus à cause de la force de ces lobbies. Voyez les difficultés que rencontre Charles Onana aujourd'hui en France. Il est même menacé je crois, si j'ai bien compris, de poursuites judiciaires. Et d'un autre côté, regardez ce qui se passe. Vous avez cité la Grande-Bretagne. Eh bien, en Grande-Bretagne, vous avez la position de Boris Johnson, mais vous avez de plus en plus de voix dissidentes qui sont audibles, puisqu'à un moment donné, même la BBC, Channel 4, ou je ne sais plus quelle chaîne de télévision, a fait paraître à des heures de grande écoute des documentaires, des reportages accablants qui mettaient en cause le narratif officiel de Paul Kagame. Pareil pour les États-Unis, pareil pour le Canada. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que l'image était cornée. Elle était cornée dans la perception que l'on a de ce régime. Le fait qu'elle soit écornée n'a pas encore peut-être eu les conséquences que l'on pourrait attendre sur l'orientation de la politique de ces États et de ces gouvernements américains, britanniques, allemands ou autres. Mais moi, ce qui me frappe en France, c'est qu'on ne peut pas dire, enfin, nous, vous-même et moi, nous le disons, mais nous sommes, soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec ceux qui nous écoutent, nous sommes difficilement audibles du fait de cette, je ne qualifierais pas ça de censure, mais il y a un poids des lobbies, un poids de l'activisme d'ONG, d'associations, soit rwandaises, soit à la solde, consciemment ou inconsciemment du régime, qui font qu'il est devenu presque impossible de dire ce que j'essaye d'expliquer dans mon bouquin, ce que vous essayez d'expliquer. Je n'ai pas été invité sur un seul plateau d'un seul média national depuis la sortie de ce bouquin. Je pense que vous non plus. Nous ne sommes pas les bienvenus. Notre parole n'est pas la bienvenue. Alors que si nous avions fait ça en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, peut-être que nous aurions été entendus. Oui, Monsieur Hervé Chezaville, vous faites bien de souligner que les voix sont là, mais elles sont inaudibles par la clique politique. Donc, si je peux la qualifier ainsi. Mais il y a d'autres organes, il y a d'autres institutions. Le Sénat français, j'ai fait une émission là-dessus, avait recommandé que le gouvernement puisse exiger du Rwanda qu'il libère Paul Rusesabagina, par exemple. C'est un organe français quand même, et qui se réunit. Hein? Ce n'est pas anodin, ce n'est pas quand ils disent qu'il y a un mensonge quelque part qui sort du Rwanda et qu'il doit être corrigé, je pense que ce n'est pas anodin. Si la journaliste Natacha Polony disons, qu'il y a un procès qu'on intente à la journaliste qui parle sur le génocide, certaines vérités sur
D'ailleurs, ce n'est pas sur le génocide, c'est sur les crimes du FPR. Et qu'on lui intente un procès et que le tribunal juge cela ridicule. J'utilise ces mots à moi. Lorsque Hubert Védrine étant un procès, je dis que c'était contre Macron, parce que le courant dans lequel Macron faisait suivre sa politique, monsieur Hubert Védrine, parce que Macron et le rapport du Clerc, il disait que Hubert Védrine, il disait que Mitterrand, il disait que... et dans le tribunal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le tribunal ne statue pas sur des choses quand même aussi légères. Mais s'il statue que Hubert Védrine a raison, c'est qu'il a raison. C'est qu'ils ont trouvé des faits voilà. Donc, quant à la politique, c'est ce que je disais, chaque diable a quelque part quelqu'un qui va faire un pacte avec lui. C'est ce que fait Macron, c'était un politicien. Point. Mais quand même, la France, la grande France, les institutions, ça ne se limite pas à Macron et sa politique. Là, c'est là qu'on voit la vraie image de quelqu'un. C'est à travers cette grande France et non, donc les actes, comment les actes de Kagame sont jugés par cette grande France. Est-ce que c'est cette image-là que la grande France a toujours eu de lui? Est-ce que c'est la même image qu'ils ont aujourd'hui? J'ai des doutes. Mais il y a eu un chemin quand même pour que cette image en arrive jusque-là, même si les politiques, Kagame, je ne sais pas combien de millions il met dans tout ça. Est-ce que vous direz que ça, c'est une image qu'il a donné des millions au journal Jeune Afrique pour que on le taxe, on le hausse jusqu'à ceci ou cela? Moi, je ne trouve pas que cela est une image. L'image, la vraie, c'est l'image de la grande France, des Français. C'est mon opinion aussi à moi, qui n'engage que moi, mais je trouve que cette image, quand même, s'est effritée au fil du temps. Donc, ce que l'ambassadeur de Guinée, Jean-Marie Vianney, a dit, c'est vrai. Je pense que ce que nous disons aussi, moi et Hervé, c'est aussi vrai. Alors moi, le jour où je verrai Hervé Chesville sur France 2, sur TV5, sur France 24 et toutes ces chaînes nationales publiques, en fait, ce jour-là, je dirais, l'opinion commence à évoluer. Parce que, vous savez, avant, nous passions tous sur ces chaînes, sur France 2, sur TV5, sur France 24. Et puis, à un certain moment, ils ont reçu, je vais vous dire, sur RFI. Ouais. Il y a un journaliste, une journaliste précisément, qui m'a dit ce qui s'est passé. Parce que j'avais une émission à faire un dimanche soir sur France 24. Et puis la dame m'a appelé, elle a dit, vous savez, on nous a demandé de ne plus vous inviter. Ah oui, tout à fait. C'est pas une fable, hein, c'est une réalité. Elle m'a donné le nom de la patronne du groupe. Vous voyez de qui je parle peut-être. Il y avait un ministre des Affaires étrangères à l'époque comme mari. Eh bien, cette dame avait donné une liste de Rwandais et de Français à ne plus jamais inviter sur ces chaînes. Et ça a été exécuté. Donc, quand Hervé Chesville, tout à l'heure, a dit « je n'ose pas parler de censure », non, c'est de la censure. Il y a une censure organisée. Et vous savez, quand une liste comme ça est déposée de cette manière-là, elle reste.
même quand la patronne ou le patron quitte sa place, hein, les successeurs restent dans cette logique sans trop savoir comment les choses se sont passées. Et ça, c'est très dommage quand même pour la France, hein. C'est vrai que certains pans de ces mensonges commencent à sauter, notamment parce que la justice française fait preuve d'indépendance. C'est vrai. C'est vrai que les accusations intempestives de négationnisme, de révisionnisme, parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que moi aussi, j'ai eu un procès. C'est vrai que j'avais porté plainte, parce que j'étais accablé, on m'accusait partout que j'étais négationniste, révisionniste, ceci, cela. Vous savez, après le procès, l'un de mes, comment on les dit, de mes opposants devant le prétoire m'a Accusateur. dit on vous a acculé parce que tout simplement, on ne veut pas que vous critiquiez le président Paul Kagame. Ouvertement, devant les juges en plus. C'était la première fois que je voyais tout le prétoire, les juges, la greffière et tout le monde éclater de rire au même moment, en même temps. Ils ont dit, tiens, vous l'accusez d'être contre le régime de son pays. C'est un crime, donc. Et puis, à l'extérieur, ils m'ont dit, on continuera à vous acculer jusqu'au jour où vous n'aurez plus les moyens de porter plainte. Vous comprenez ce que ça veut dire? Eux, ils ont les moyens de nous acculer, de nous accuser de négationnisme, d'utiliser tous les mensonges possibles. Et ils savent que nous, à un moment donné, on n'a pas les moyens de pouvoir aller en justice pour nous défendre. Mais effectivement, ça va changer. Ça va changer à partir du moment où M. Ancel, le colonel Ancel qui a découvert le Rwanda le 22 juin 1994, lorsqu'il allait au Rwanda au sein de l'opération turquoise. C'est lui qui l'a écrit dans son livre. Il a découvert le Rwanda en ce moment-là. Savoir que le Rwanda est un pays qui existe. Aujourd'hui, il est devenu le grand spécialiste, le grand expert que Kagame envoie partout où il y a des choses à dire. C'est vraiment le spécialiste au Rwanda qui va à l'ambassade du Rwanda recevoir des instructions ou autre chose, je ne sais pas. À Kigali, il est reçu par les ministres. Ce monsieur vient d'être condamné pour diffamation. Diffamation à la personne de le grand spécialiste, effectivement, de l'histoire du Rwanda et de la France, monsieur Hubert Védrine, qui a été secrétaire général à l'Élysée pendant la guerre du Rwanda, qui a été ensuite ministre des Affaires étrangères. Lui, il est spécialiste de la question franco-rwandaise. Mais il y a un colonel qui a découvert le Rwanda, je répète, et c'est ce qu'il a écrit dans son livre, le 22 juin 1994, pendant que le génocide se déroulait. C'est celui-là qui nous surveille, qui nous traite de tous les noms. À partir du moment où la justice lui demande de ne plus le faire, j'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et j'espère que les autres mercenaires de la plume ou de je ne sais quoi vont quand même faire attention avant de nous accuser de... Parce que ça, c'est un sujet qu'on pourrait traiter là, dans une autre émission peut-être. En France, c'est quoi le négationnisme en France? C'est quoi le révisionnisme? C'est quoi tout ce qu'on voit circuler dans ce pays et qui met à mal la vérité? Bah, quand nous parlons de l'image qui s'effrite, c'est tout ça. Et parce que la façon dont la justice française traite actuellement ces mensonges, c'est une façon tout autre. Parce qu'il y a lieu quand même d'espérer. Les politiques changent. La politique peut, pendant son mandat, mettre quelque chose dans un tiroir ou je ne sais pas moi, et qu'un autre mandat, il y a une autre volonté d'établir la vérité. Les politiques changent, mais l'image, ce que j'ai appelé la Grande France, c'est ce qui m'importe moi. C'est ce que je lui donne plus de valeur que la valeur d'un politicien qui aura un mandat. Alors, quand je vois l'évolution des choses,
c'est cela, sur cette base que je me prononce en disant qu'il y a quand même de l'espoir en France. Ce n'est pas qu'en France. Au Royaume-Uni, je vous dis que les journaux, quand ils écrivent sur le Rwanda, depuis que Boris Johnson a... Moi, je ne croyais pas mes yeux. Parce que je suis la presse de là, je suis journaliste, je suis la presse en Grande-Bretagne. Mais j'ai été étonné, comme peut-être beaucoup de gens, de voir en quel thème les journaux ont parlé du Rwanda en disant que non, ce ne sont pas que les journaux ou les journalistes, même les politiciens, même du même groupe politique que Boris Johnson. Et vous ne me dites pas, vous me dites que l'image vraiment de la gouvernance de l'UFPR, du Paul Kagame, est toujours intacte ou elle est toujours dorée comme elle a été, je ne crois pas. Les gens, les analystes disent même que après que le Commonwealth aura été au Rwanda et que certaines vérités, certaines réalités auront été découvertes parce qu'ils ne vont pas là que pour écouter la bonne langue qui vante ceci ou cela. Ils observent, voilà. Il y en a qui analysent, qui disent que ça sera peut-être encore, donc ça va encore toucher l'image. Voilà, donc les exemples sont nombreux. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis, le procès Rusesabagina. D'ailleurs, en parlant de cela, j'ai une petite vidéo ici que j'ai choisie, que j'ai coupée pour que vous puissiez, bon, c'est pas long, hein, c'est quoi, 4 minutes ou même moins, où les avocats de Paul Rusesabagina disent que ce procès, la fin, va laisser l'image du régime du Rwanda sur un instant. Dream team for this situation. Donc, c'est le patron du team qui défendent, donc qui ont porté plainte et qui exigent, qui ont demandé une amende de, je ne sais pas, 400 millions ou quelque chose comme ça, et qui parle de l'image justement que va laisser le procès pour Rusesabagina après ce procès. Voilà, je vous laisse écouter. C'est en anglais, hein, mais je sais que vous vous débrouillez bien. The dream team for this situation, this is them. And I want to assure you that the American justice system is strong enough to stand up to the current Rwandan government. This American judiciary has always been protectors of citizens' freedoms. And every single day that Paul suffered, the Rwandan government will pay damages, will pay more every day that he suffers. They will pay in dollars and they will pay as reputation. President Kagame may have full control of the courts and the press in Rwanda, but when he directed acts in the United States, he made a serious mistake. The American judicial system has dealt with bullies and tyrants before. And just like they say in Paul's home state, don't mess with Texas, I'm here to tell you, don't mess with the U.S. justice system. America will not allow any dictator to commit crimes of kidnapping on U.S. soil and escape responsibility. This system has protected free speech and democracy among much more dangerous peoples than Kagame. Now, as this case moves along, we'll move into the discovery process. It is the next phase, and this is where the battlefield is. This is where the truth will come out and be revealed. And I will assure you that all of Rwanda will know that the truth about Paul when this case is over. They will know who has been deceiving them
and who has been telling them the truth. This system is a powerful force in setting the record straight. We will demonstrate to the Rwandan people what a fair justice system looks like. And each stage of this case, we will shine and bring forth that truth. We will demonstrate to the world that what Paul has been telling us all along about the current Rwanda regime, its anti-democratic government. And we can rest assured, because we all know that the history books are filled with stories of temporary stability. Yeah, vous l'avez entendu, ce sont des mots quand même qui interpellent. Donc, après ce procès, le monde saura, donc, la vraie image de cette dictature. Ce sont ces mots. Il a parlé d'ailleurs. Il dit qu'au cours de ce procès, ils vont collecter tout cela et qu'ils mettront tout cela aux yeux vous savez, la justice, moi, je respecte beaucoup parce que une fois qu'un procès a été fait, ça fait jurisprudence sur d'autres procès qui viendront. Et je pense que c'est vraiment mal barré si j'utilise le mot courant de la rue. Donc, il dit qu'il va payer pas seulement en argent, mais qu'il va surtout payer en réputation. En réputation. Et je ne pense pas que ce soit des paroles en l'air. Je crois que le dossier Paul Rusesabagina, en ce qui concerne les États-Unis en tout cas, malheureusement en France, on n'y prête pas trop, on n'y passe pas de temps. C'est un dossier inconnu en France. Mais je crois qu'aux États-Unis, ça peut faire bouger les lignes, montrer effectivement, comme le dit l'avocat, la vraie nature et la vraie image du régime de Paul Kagame. Parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de forfaiture, je veux dire, dans le dossier de Paul Rusesabagina. Il a péché par arrogance. Beaucoup d'arrogance. Et que ça soit dans cette affaire-là ou dans celle de Kizito ou d'autres, il a péché par arrogance. Tout à fait, tout à fait. Et vous savez, parfois, ça peut dépendre d'un ambassadeur à l'autre. L'ambassadeur des États-Unis à Kigali, qui est là ou qui sera là demain ou qui a été là la dernière fois, ça peut changer la donne selon la sensibilité aussi de l'ambassadeur. Mais c'est quelque chose qui franchit aussi les frontières. Hein. Bien sûr. Quand on est inculpé des tourneurs d'avions, ça va dans l'IATA, l'Institut international d'aviation, je ne sais pas, aussi, c'est quelque chose, c'est un crime qui franchit les frontières. On est classé, je pense que cet avocat-là a bien exprimé, ça va laisser vraiment l'image de Kagame et ses actes en très piteux état, je pense. Espérons que nos voeux soient exaucés parce que il s'est passé tellement de choses au Rwanda. Moi, je dirais que les choses s'améliorent lorsqu'on va libérer. J'utilise bien le mot libérer parce que pour l'instant, je dis que tous ces rapports sont en prison quelque part. Lorsqu'on va libérer le rapport Garsoni, qu'on va libérer les rapports du tribunal pénal pour le Rwanda en ce qui concerne les crimes de Paul Kagame et de son armée, lorsque le rapport mapping sera suivi des faits, lorsque les crimes commis contre les réfugiés rwandais, les Congolais, les Burundais, même les Ougandais, quand tout cela va être mis sur la place publique, croyez-moi,
le plus insensible des protecteurs de Paul Kagame risque de le lâcher. Parce que c'est ce monsieur-là, Kagame, en fait, avec tout le respect que je lui dois, puisqu'il est chef d'État, c'est quand même un monstre. Et il va jusqu'à justifier ses crimes. Rappelez-vous, lorsqu'il a parlé de l'assassinat de Seth Sendashonga et de bien d'autres, hein, même du président Habyarimana à la BBC, il avait dit, s'il n'était pas mort, c'est moi qui serais mort. Il a dit ça. En ce qui concerne Seth Sendashonga, il a dit, il avait dépassé la ligne rouge, donc il devait être tué. On devait s'en débarrasser. Parlant de Patrick Mazimpaka, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce que son ministre des Affaires étrangères n'a pas dit publiquement? Notre chère sœur qui est à Paris, qui avait dit, il a vécu comme un chien, il est mort comme un chien. En parlant de l'ancien chef des renseignements extérieurs de Paul Kagame. Donc, l'arrogance. Reconnaître ses crimes en restant égal à soi-même, dans l'arrogance, en disant de toute façon, nous l'avons fait, et puis voilà, c'est passé, ça ne nous a rien coûté. Je crois que c'est à ça que fait référence, peut-être, allusion, l'avocat de Paul Rusesabagina. Rappelez-vous, les États-Unis n'ont pas toujours défendu leurs citoyens. Maître Peter Erlinder, il est resté combien de temps en prison au Rwanda? Il est rentré aux États-Unis et puis, vous savez, on n'a rien entendu du côté américain. C'est un citoyen américain, professeur d'université, un membre influent et, du barreau américain. Rien. Regardez tous les gens qui ont été assassinés à gauche, à droite. Donc, nous devons travailler justement pour que l'image de Paul Kagame, je vais répéter le terme utilisé tout à l'heure, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Il a tué, c'est probablement le plus grand tueur en série qui soit vivant aujourd'hui. Actuellement au pouvoir. Tous les millions. Donc, nous devons continuer à dire la vérité. Nous devons accompagner la jurisprudence française parce qu'elle va dans le bon sens. Elle permet aux gens, aux chercheurs, aux activistes de dire ce qu'ils pensent, de faire des analyses et d'essayer de dire leur vérité, qui est la vérité, la vraie. Quand Natacha Polony dit qu'il y avait plutôt des salauds des deux côtés pendant la guerre, elle ne voulait pas parler des victimes Tutsi ou des victimes Hutu. Non, ce n'était pas ça. C'était ceux qui tuaient nos compatriotes. Il y avait effectivement des salauds dans les deux camps. C'est la vérité. Quand cela est accepté par la justice française, qu'elle a le droit de le dire et que ce n'est pas du négationnisme, nous ne pouvons qu'applaudir cette avancée vers le règne de la vérité. Et nous devons rester debout à dire la vérité aux côtés de Natacha Polony, aux côtés de Charles Onana, aux côtés de Pierre Péan, parce que Onana a été accusé d'être l'héritier de Pierre Péan. Dans la plainte déposée contre lui, on l'accuse d'être l'héritier de Pierre Péan, qui n'a jamais été condamné pour négationnisme, au contraire, qui a gagné le procès à tous les niveaux de la justice. Eh bien, on n'a même pas le droit de répéter ce que Pierre Péan a dit, alors qu'il n'a jamais été condamné pour négationnisme. Donc, tout ça, je crois qu'effectivement, avec vous, je loue le courage des juges français, qui sont sans doute sous pression, parce que les associations qui sont en face, celles qui avaient porté plainte contre Natacha Polony, celles qui ont porté plainte contre Charles Onana, celles avec lesquelles j'ai un procès d'ailleurs à venir bientôt, qui m'ont accusé de négationnisme, pareil. C'est une nouvelle affaire qui est en cours. Eh bien, c'est des associations qui sont très puissantes, ici en France, très puissantes. Jusque là où je voudrais justement intervenir, c'est que ces associations, ils perdent leur puissance devant cette vérité qui éclot. Tout à fait. Au fur et à mesure que cette vérité éclot, ces associations, je pense, ces lobbies,
ils vont disparaître au fur et à mesure. Je ne vois pas quelqu'un, une fois que Kagame a été inculpé de ceci ou de cela, qui viendra encore une fois avec une même doléance, une même... J'allais utiliser à revers la fameuse, je pense que c'est Kofi Olomide qui avait dit ça, qui avait dit que la vérité, c'est plutôt le mensonge va par l'ascenseur et la vérité monte à pied, par les escaliers. Je pense que bientôt en France, les mensonges qui sont déjà au haut de l'immeuble, qui sont arrivés avant la vérité sans doute, ils vont descendre en courant dans les escaliers. Je pense, hein? Et alors que la vérité, elle va arriver à bon port et descendre dans l'ascenseur confortablement. J'espère que cela sera le cas et nous devons l'encourager, bien sûr. C'est à nous de dire cette vérité-là. Oui. Avant de clôturer, j'ai vu mon collègue Célestin Sevaïre qui est dans les coulisses, mais il dit que sa caméra, il ne peut pas la mettre parce qu'il est en route, en voiture, sur la route, je crois. S'il m'entend et qu'il a des objections sur ce que, s'il nous a suivis et qu'il a quand même quelque chose à dire, je pense que je peux lui donner la parole. Célestin Sevaïre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Aloïse. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Et salut surtout, Monsieur Hervé Séjeville. Je suis vraiment désolé de ne pas mettre ma caméra parce que je suis en route. Je ne peux pas allumer ma caméra justement parce que je suis sur la route de retour. Mais je vous ai suivi depuis le début et je suis vraiment très intéressé. Et vraiment, je suis presque à 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit, avec l'analyse que vous avez menée, que vous avez dit sur ce qui se passe chez nous depuis le début, depuis tout ce que vous avez raconté sur le mensonge qui a tout à l'heure, il y a un proverbe justement à Lingala qui dit vérité, il y a qu'un à la censure, et puis tout ça en Lingala. Ça veut dire la vérité, le mensonge monte par la censure, mais la vérité monte tout doucement par l'escalier et il finit par arriver. Ça, ce qui est très important. La vérité finit toujours par arriver. Mais malheureusement, le mensonge va trop vite. Il atteint tout le monde et tout le monde il gobe tout ce qu'on raconte. Mais la vérité finit par éclater au grand jour. Tout à l'heure, vous aviez commencé à évoquer les différents des procès. Oui, c'est les procès parce que le plus retentissant pour le moment, c'est le procès de Sabagina dont vous parliez tout à l'heure. Mais je dois dire que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a envoyé toute une liste des procès dans lesquels le Rwanda est impliqué. Quand je dis le Rwanda, soit c'est certaines personnalités, les hautes personnalités du pays, vous vous rappellerez d'un procès qui a failli avoir lieu en Angleterre, lorsque un certain s'appelle Karenzi, je ne sais plus, qui a été arrêté en Angleterre. Vous avez vu comment les avocats de M. Karenzi, je crois, si je me rappelle de son nom, ils ont joué des pieds, des mains pour essayer de le libérer. Ils ont même le libéré vraiment d'une façon qui n'était pas tellement réglementaire, mais il a été libéré. Et vous avez vu le procès qui a été intenté par les différents tribunaux internationaux. Il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés par la justice espagnole, il ne faut pas l'oublier. Il y a l'enquête qui vient d'être, sur laquelle on vient de dire que il y avait un non-lieu sur l'attentat de l'avion du président Habyarimana et du président Nadia Amira. C'est un procès qui est là. Tout le monde sait la vérité, tout le monde connaît la vérité, mais on ne veut pas dire, pour des raisons diplomatico, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou géostratégique, on essaye
d'occulter ça jusqu'à maintenant. Tant que la vérité n'a pas encore, est toujours dans les escaliers, le mensonge est là, mais je pense que la vérité finira par arriver et elle va absolument détrôner le mensonge qui a tellement trop longtemps régné, que ce soit au Rwanda ou dans le monde entier d'ailleurs. N'oubliez pas qu'il y a des procès qui ont été intentés au niveau de la Cour internationale de la Haye. C'est peut-être symbolique, mais les plaintes ont été accueillies là-bas. Il y a par exemple les gens qui se posent beaucoup de questions sur les différents massacres, notamment celui de Kibeho, notamment les massacres, les assassinats qui sont vraiment bien documentés maintenant contre les hauts dirigeants, enfin, comment on appelle ça, les hauts dignitaires de l'Église catholique. Les évêques, 3 évêques qui ont été assassinés, plus de dizaines de prêtres et des hommes religieux qui ont été assassinés par le FPR. Et on peut dire, tout à l'heure, M. l'ambassadeur a parlé d'ailleurs, je pense que même M. Chezville en a parlé, le mapping report, le rapport mapping, il dit que ce sont des preuves qui sont là, qui sont bien documentées, qui sont bien précisées, dont on ne peut pas réfuter l'authenticité. Ils sont là, quelque part dans un tiroir des États-Unis, des Nations Unies, mais le moment viendra où on va sortir tous ces éléments. Est-ce que je peux, puisque tu en parles, Célestin Sebahire, oui. Je me permets de t'interrompre un peu pour Oui. dire que le rapport mapping est sorti des tiroirs. Je prévois une émission là-dessus, Oui. parce que c'est quelque chose qui est passé presque inaperçu, mais je vais inviter des juristes qui maîtrisent le droit international pour qu'ils en parlent. Au tribunal d'ailleurs des Nations Unies, ce n'est pas quelque part où ça peut passer inaperçu. Le tribunal, pour ceux qui nous regardent en image, il voit le procès, l'arrêt qui a été fait le 9 février cette année, dans le procès de la République démocratique du Congo contre l'Ouganda. Et là, cet arrêt a été fait. Je ne sais plus dans quel point où on affirme qu'ils se sont basés sur, voilà, standard de la preuve, standard pouvant varier au cas par cas et en fonction de la gravité des actes allégués, point qu'il convient d'accorder à certains éléments de preuve. Donc, comme preuve, pratique d'organismes internationaux qui se sont penchés sur la réparation à raison des violations de masse dans le cadre d'un conflit armé. Niveau exigé de la preuve plus élevé au stade du fond qu'au stade de la réparation. Les éléments de preuve versés au dossier souvent insuffisants pour permettre de déterminer les montants de l'indemnisation due avec précision. Cour devant prendre en compte les rapports d'enquête, notamment ceux émanant des organes des Nations Unies, le rapport mapping, donc le rapport de la commission Porter, connu sous le rapport mapping, rapport des experts désignés par la Cour. Donc, ils disent que toutes les preuves apportées par le rapport mapping, le tribunal s'est basé sur ces faits apportés par le rapport mapping pour rendre cet arrêt où l'Ouganda est, c'est long, on ne va pas entrer dans l'arrêt, sous l'arrêt, où l'Ouganda a été condamné
à verser des indemnités, je ne sais plus combien, celui qui veut, je peux lui envoyer l'arrêt, où l'Ouganda va quand même payer selon cet arrêt. Pour moi, un tribunal des Nations Unies qui se base sur le rapport mapping, les choses, les faits apportés et les preuves apportées par le rapport mapping, à mon avis, à mon humble avis, il faudra encore que les experts en matière de droit international en discutent. À mon avis, le rapport mapping est sorti et est sorti par un tribunal des Nations Unies. Faut-il encore que... Vous faites bien de le souligner parce que quand on parle du mapping report, donc mapping, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais n'oublions pas que les experts qui ont fait ce rapport sont des experts qui ont été mandatés par les Nations Unies dans le but d'éventuellement poursuivre les auteurs de ces crimes. Donc, le rapport est très bien documenté avec les faits. Quand on le lit vraiment très attentivement, on se rend compte que tous les faits qui sont rapportés dans ce rapport sont des faits incontestables, qui impliquent effectivement, si nous parlons du Rwanda, mais ça implique évidemment l'Ouganda aussi, parce que n'oublions pas qu'il y avait beaucoup d'armées qui aussi ont intervenu dans son conflit. Il y avait l'armée burundaise, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise aussi. Ce qui est curieux, justement, et d'ailleurs, sur lequel on peut se poser beaucoup de questions, pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'Ouganda qui a été poursuivi? On nous a expliqué que c'est parce qu'il n'y a que l'Ouganda qui reconnaissait le tribunal international, tout ça. Mais le Rwanda, dont on ne reconnaît pas ce tribunal, ne peut pas être traduit devant ce tribunal. Mais un jour viendra, je vous l'assure, et là vraiment je vous le dis, que tous les procès qui pendent sous le nez de l'UFPR, quand il faut tomber, l'UFPR, le Kagame, le régime du Rwanda, quand il faut tomber, les gens qui l'ont soutenu, vraiment, je ne sais pas, moi je ne vois pas où ils vont aller, je ne vois pas où ils vont se cacher, parce que ça viendra. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on parle, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, ça finira par savoir. Comment en parlant de procès, en parlant de procès, tous les procès, je ne sais pas combien, en tout cas, ils sont plus d'une dizaine, qui ont été intentés au régime du FPR et de Kagame dans le tribunal africain des droits de la personne, un tribunal de l'UA ou de l'Union africaine, le Rwanda les a tous perdus. Tellement qu'il les a perdus, tellement perdus qu'il s'est directement retiré de la clause qui disait que le Rwanda pouvait être justement oui, c'est vrai. Parce que jusqu'à maintenant, au Rwanda, même à l'intérieur, même à l'intérieur du Rwanda, oui, continue. Même à l'intérieur du Rwanda, le gouvernement rwandais perd, si ma mémoire est bonne, près de 80% des procès, et ça c'est officiel, et ils s'en plaignent. Donc pour dire que le Rwanda, dans son mensonge, il y a des forces qui commencent un peu à montrer sa vraie image. Célestin Sebahire, tu nous trouves à la fin de notre émission. On ne va pas retenir nos visiteurs longtemps, mais si tu as une minute pour clôturer ton mot, comme ça, on clôture aussi en même temps l'émission. Oui, je vous remercie vraiment de m'avoir accordé un tout petit peu la parole parce que je ne voulais vraiment pas partir. Je vous ai suivi depuis le début, mais je voulais vraiment apporter cette contribution pour dire que la vérité finira par éclater au grand jour. Ceci étant dit, avant de partir, d'ailleurs, je crois que M. l'ambassadeur s'est trompé tout à l'heure. Il a parlé de Patrick Mazimhaka. Je pense qu'il voulait parler de Patrick Karegeya.
celui qui a été assassiné en Afrique du Sud. Il y a aussi son procès aussi, tiens. Et le procès de Patrick Karegeya, le procès de Kayumba Nyamwasa. Tout ça, ce sont des procès qui impliquent directement le gouvernement rwandais. Et toute la vérité est connue en ce qui concerne ces procès qui ont eu lieu en Afrique du Sud. Donc, je voudrais vraiment vous remercier de la façon dont vous avez mené votre entretien. Malheureusement, je n'ai pas pu commencer avec vous. Et je salue M. Hervé Chejoville qui fait vraiment un travail très, très, très remarquable avec tous les livres qu'il a écrits, avec tout le combat qu'il mène, vraiment pour que la vérité se sache. Et vraiment, avec tout ce qu'il traverse comme entrave, comme menace, tout ça. Vraiment, M. Hervé Chejoville, sachez vraiment que sur nous, à Radio Rumuni, vraiment, on vous soutient. Et là, je ne parlais pas de M. l'ambassadeur. Lui, il a, comment j'ai failli dire ça en Rwanda, il a bien donné sa tête carrément. Il est bien c'est donné corps et âme pour que la vérité se sache. Continuons comme ça. Nous vous soutenons sur Radio Rumuri, au niveau de la société civile d'ailleurs rwandaise. Nous vous soutenons vraiment pour que la vérité se sache, pour que tout le monde soit traité équitablement. Je vous remercie et bonne soirée chez vous. Bonne soirée. Merci Célestin Sebahire, bonne soirée. Et moi, de clôture de notre émission, je commence par vous, Hervé Chejoville. Oui, je vais être très bref parce que l'heure tourne, comme vous l'avez si bien souligné. Je pense qu'effectivement, on peut clôturer sur cette note d'espoir. Ces petits signes venus d'Amérique, venus de Grande-Bretagne, venus même de la justice française, venus d'Afrique du Sud ou d'ailleurs, qui montrent que l'image du régime de Paul Kagame est de plus en plus écornée. Ces petits signes venus du Rwanda même, je voudrais à nouveau mentionner le nom d'Yvonne et d'autres courageux Rwandais de l'intérieur qui, au péril de leur vie, au péril de leur liberté, cherchent à porter une parole qui remet en question les dogmes sur lesquels repose la légitimité de ce régime. Et pour finir, je voudrais assurer Paul Kagame que nous allons continuer à dire la vérité et que l'intimidation, ça marche peut-être avec certains, mais avec des gens comme Monsieur l'ambassadeur, comme vous-même, eh bien, ça ne marche pas et que nous continuerons. Je ne suis pas obsédé par Paul Kagame. Sur ma chaîne Hervé TV, je ne parle pas que du Rwanda, je m'intéresse au monde entier, mais je ne cesserai jamais de dire la vérité et de combattre les mensonges sur lesquels est bâtie cette légitimité et cette respectabilité du régime de Paul Kagame. Voilà l'assurance que je voulais, par votre intermédiaire, transmettre à M. Kagame. Merci pour ces mots d'espoir. Merci pour avoir été avec nous ce soir, même si l'émission a été longue, mais il le fallait. On ne s'est pas répété, on n'a pas. Donc, c'est que l'émission était toujours intéressante et enrichissante. Et nous espérons que la prochaine fois qu'on vous invitera encore une fois, vous serez des nôtres. Et je dis à ceux qui nous suivent aussi que justement, nous les invitons à suivre votre chaîne Hervé Chejoville TV. Hervé TV. Hervé TV. Vous pouvez la trouver sur Facebook. Sur YouTube. Plutôt sur YouTube. Et on pourra même mettre sous la description de cette émission le lien et pour y arriver. Effectivement, s'ils y vont, ils trouveront que vous menez des combats pour la vérité, pour la justice sociale, pour la défense des faibles, et ils y trouveront vraiment des émissions très, très intéressantes, rien que
pas que sur le Rwanda, mais aussi sur d'autres pays du monde. Voilà, merci Monsieur Choseville et à la prochaine. Mais je vous invite aussi à écouter le mot de la clôture de l'ambassadeur d'Indéguisement, Jean-Marie Vianney. Excusez-moi déjà d'avoir été absent pendant quelques minutes. C'est que j'ai reçu un message très urgent et auquel je devais absolument répondre. Qui n'est pas, vous savez, on n'a pas toujours des nouvelles réjouissantes, hein. Il y a aussi des choses tristes qu'on peut apprendre en pleine émission, et c'était le cas. C'est un ami que je connais de très très longue date qui est décédé en Afrique du Sud. Donc, c'est un membre de sa famille qui m'a appelé pour m'en informer. J'ai dû absolument prendre l'appel. Mais bon, nous devons continuer à vivre et à travailler. Tout ce que nous le faisons avec nos amis, nos proches, nos collègues, ou nos camarades dans différentes organisations. Eh bien, quand les mauvaises nouvelles doivent tomber, eh bien, nous devons aussi les assumer et poursuivre la route tout seul ou avec ceux qui restent. En tout cas, je vous dis vraiment merci, Aloïse et toute l'équipe de Radio Urumuri. Merci de m'avoir convié à cette émission. Merci surtout de m'avoir aidé à partager cette soirée avec Hervé Choseville. Je reste sur ma faim. Le thème qu'on a abordé est très important, mais c'est vrai que je suis resté un peu sur ma faim. On va l'aborder peut-être surtout vu côté français, parce que c'est un pays que nous devons suivre pas à pas, savoir ce qui se passe et aussi essayer de faire, disons, de faire comprendre aux Français que changer comme ça d'opinion sur un pays parce qu'il y a eu ceci ou cela, parce que les nouvelles alliances, c'est bien, encore faut-il qu'elles soient bien justifiées et qu'elles répondent aux intérêts des peuples amis et pas d'un dictateur. Si la France doit aider le Rwanda ou doit avoir des relations de cordialité et d'amitié avec le Rwanda, c'est avec son peuple et non pas avec un dictateur qui l'opprime. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur d'Indéguisement Jean-Marie Vianney, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Hervé Choseville encore une fois et on se reverra la fois prochaine. L'émission a été intéressante et je vous promets on fera une émission spéciale sur la France et ses relations avec le Rwanda, comme on l'a toujours fait, même dans le temps. Et pour vous dire de passer une excellente soirée, je vous convie justement, en se séparant, de suivre une chanson d'un activiste suisse qui a chanté en parlant des dictateurs comme celui dont nous avons parlé toute la soirée, en parlant de leur fin, comment ils finissent, ils terminent, et certainement que il n'y a aucun dictateur qui échappera à cette fin, comme ce chanteur le dit en des mots si bons. Des 6 milliards d'humains sur ce même grain de sable, qui n'est qu'un petit point perdu dans l'insondable. Il y a ceux qui ont les droits de l'homme, ceux qui ont que le droit de se taire. Il y a ceux qui surconsomment et ceux qui crèvent la misère. Ceux qui font des discours pour masquer l'injustice et les appels au secours de ceux qui la subissent. Il y a ceux qui passent leur vie à voler et détruire ce que d'autres avaient mis des années à construire. Et puis ces dirigeants, criminels impunis, devant qui certains grands déroulent leur tapis, les appelant amis malgré le sang versé, et qui restent à jamais témoins de leur folie. À tous les puissants du monde, présidents, décideurs, les grands qui mènent la ronde, où l'argent règne en maître et seigneur,
ceux pour qui tout est possible, à qui tous les coups sont permis, protégés, invincibles, cachés sous de faux alibis, à ceux qui ont tous les droits, l'immunité des plus forts, qui trônent au-dessus des lois, en toute impunité, encore et encore, ceux qui jouent avec le crime, les innocents aux mains sales du sang de leurs victimes, sans âme et sans morale. Si Dieu semble laisser faire, si le mal a triomphé, un jour viendra où il faudra payer. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où les ténèbres fuiront devant la lumière. Et personne ne pourra plus rien cacher. À tous les laissés pour compte, les éternels oubliés, ceux qui ont connu la honte et l'abandon parce qu'ils n'étaient pas bien nés, à tous les enfants meurtris, abusés, déchirés par ceux qui s'en sont servis jusqu'à tuer leur dignité. Si Dieu semble sur la terre vous avoir oublié, un jour viendra où vos larmes seront séchées. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où l'injustice enfin va triompher. Et les derniers seront les premiers. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où il sera trop tard pour regretter. Les jeux seront faits pour l'éternité. Quand s'allumeront les projecteurs sur l'écran du film de ma vie, et que tous seront spectateurs de ce que je croyais avoir enfoui, de tout le mal que j'ai pu faire et du bien que je n'ai pas fait, de tout ce que j'ai foutu en l'air et de l'amour que j'ai pas su donner. Est-ce que je pourrais rester debout et affronter la vérité, ou est-ce que je pense être assez fou pour croire que je pourrais m'en tirer encore, alors que j'ai tout foiré? Quand s'éteindront les projecteurs et que la porte va se refermer, moi je serai là, mais de quel côté?